Bonsoir, messieurs, dames. Et oui, la quatrième émission de Coconut Podcast. Eh bien, vous êtes en live actuellement sur Facebook. Ceux qui nous suivent sur YouTube, n'oubliez pas d'ajouter un like afin de vous abonner à notre page. Alors, cette semaine, nous avons 4 invités superbes. Dans un premier temps, elle est députée de Marie-Victorin. Nous aurons Catherine Fournier comme deuxième invitée. Alors là, vous allez véritablement naviguer dans les saveurs caraïbéennes de la Nouvelle-Orléans et même du Québec. Le chef Paul-Harry Toussaint, on l'appelle communément Chef Paul. Mathieu Léonard, notre troisième invité, militant des droits de la personne. Il a également été candidat pour Projet Montréal au municipal. Il sera avec nous, messieurs, dames. Et notre dernière invitée, vous allez véritablement rire et surtout découvrir un humoriste de la relève, Yoann Kolev. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute sur les ondes de Coconut Podcast en sirotant votre café. Au revoir. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre de la Justice et le député de Chemédé la motion suivante. Considérant que les Québécois forment une société distincte du Canada et une nation à part entière. Considérant que la Colombie-Britannique possède sa propre constitution au sein du Canada. Considérant que le Québec ne dispose pas d'une telle constitution qui lui soit propre. Considérant la position nationaliste du gouvernement du Québec. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de travailler, en collaboration avec la société civile, à doter le Québec d'une constitution définissant ses institutions, les droits et les devoirs de ses citoyens, ainsi que les valeurs et les principes propres à la nation québécoise. Messieurs, dames, on reçoit ce soir une députée. Si vous ne la connaissiez pas, eh bien, c'est le moment de rester avec nous sur Coconut Podcast. Nous avons avec nous la députée de Marie-Victorin, la plus jeune femme élue à l'Assemblée nationale. Oui, messieurs, dames, nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir sur Coconut Podcast, Madame la députée Catherine Fournier. Bonjour! Bonjour, Catherine Fournier. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va un peu intense, malgré que ça fait déjà 6 semaines aujourd'hui qu'on est en confinement, si on peut dire. Donc, c'est comme le rythme de vie de député a totalement changé. Donc, j'essaie encore de m'acclimater là-dedans, mais je pense qu'on peut dire que ça va bien. Moi, je suis une personne de nature plutôt très optimiste. Donc, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. C'est le même, c'est le cas aussi pour la crise. C'est même si je côtoie des gens, des citoyens, tu sais, qui vivent des grandes difficultés, j'essaie de générer justement de l'entraide dans ma communauté, de mettre des gens en lien, en collaboration, puis pour aider directement les personnes les plus touchées par les effets négatifs de la crise. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaie de garder le cap là, dans la situation actuelle. OK, pour ceux qui ne le savent pas, la circonscription de Marie-Victorin, c'est en Montérégie. On sait qu'il y a certains CHSLD dans ta circonscription. Est-ce que la situation est vraiment hors contrôle ou est-ce que ça va un peu mieux suite aux différentes annonces gouvernementales? Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes commettants de la circonscription, Catherine? En fait, ma circonscription Marie-Victorin, c'est dans le Vieux-Longueuil. Puis c'est une petite circonscription parce que c'est en milieu très, très urbain. C'est dans le fond, pour les gens qui nous écoutent qui ne savent pas trop, en fait, c'est directement en sortant du pont Jacques-Cartier. Puis en fait, moi, j'ai pas, je suis peut-être une des seules circonscriptions au Québec, là, mais j'ai pas de CHSLD dans ma circonscription. Donc, là-dessus, il n'y a pas personne de mon comté qui subit des répercussions négatives. Mais par contre, on est en lien quand même très, très étroit avec toutes les résidences pour personnes âgées de mon territoire, des résidences privées, mais j'ai également beaucoup de HLM, donc des habitations à prix modique pour les personnes aînées. Puis justement, j'ai mobilisé une équipe de bénévoles et depuis quelques jours maintenant, on fait une tournée d'appels. Donc, pour prendre des nouvelles de ces gens-là, nous assurer qu'il n'y en ait pas qui passent dans les cracks du système, puis qu'on s'assure qu'il y ait personne en détresse. Puis si c'est le cas, ben, qu'on puisse apporter l'aide appropriée.
Catherine Fournier, ton implication en tant que députée, ton énergie sur le terrain, tu es vue comme une députée très en vue, tu es très présente, tu représentes ce renouveau en politique québécoise et surtout cette implication de plus en plus incroyable qui est surtout très appréciée de la gente féminine. Catherine Fournier, actuellement, cette crise sanitaire fait en sorte, on t'écoutait un peu plus tôt dans les différents grands médias, on deviendra un média plus connu à un certain moment. Oui, Mais j'en doute pas. Catherine Fournier, merci. Catherine Fournier, tu disais que de plus en plus, tu sens qu'il y a une collaboration des différents partis à l'Assemblée nationale en ce moment de crise et ça te rendait très fier, toi qui es une figure de proue du mouvement souverainiste, indépendantiste au Québec. On te présente comme étant une députée souverainiste indépendante. Catherine Mhm. Fournier, euh, comment vois-tu cette nouvelle collaboration entre les différents députés de l'Assemblée nationale? Mais en effet, tu sais, quand je dis que je suis une personne optimiste, j'essaie de voir le bon côté des choses. Puis moi, ben, mes deux plus grands combats, si je peux dire, en politique, c'est d'abord l'indépendance du Québec, mais aussi toute la question de la confiance des citoyens envers les institutions politiques. Puis pour ce qui est de la collaboration, justement, qui est générée entre les différents partis, entre les différents parlementaires élus à l'Assemblée nationale, dans le contexte de crise, c'est sûr qu'on est porté à serrer les coudes puis à mettre la petite politique de côté. C'est quand on essaye de juste de taper sur l'autre pour essayer de se remonter soi-même. Ça a été vraiment tassé. Je vois les oppositions maintenant qui font des propositions constructives au gouvernement. Puis personnellement, justement, quand on parle de confiance envers les institutions politiques, j'ai l'impression que c'est vraiment ça que les citoyens veulent de plus en plus. Donc moi, ça me donne espoir pour la suite des choses. J'espère que les députés, toutes personnes confondues, tu sais, je m'inclus là-dedans, qu'on puisse prendre des notes, qu'on puisse justement améliorer nos comportements pour la suite. Donc ça, c'est de un, mais également, je vois toutes les initiatives, tu sais, je parlais dans ma circonscription de solidarité, d'entraide, mais ça se passe partout au Québec. Puis ça, en tout cas, de voir aussi que les Québécois respectent autant les consignes, les mesures annoncées par le gouvernement, ça me rend, je suis déjà fière d'être québécoise, mais ça me rend encore plus fière, puis je me rends compte qu'autour de moi, c'est un sentiment qui est partagé. J'ai fait d'autres podcasts un peu comme celui-là, puis on me disait que c'était vraiment quelque chose que les gens sentaient. Donc, ça me dit que peut-être que les Québécois, on prend plus confiance dans nos capacités. On voit qu'on est capable de surmonter une crise comme celle-là. Il y a rien qui est parfait, bien évidemment, mais on voit quand même qu'on est capable. Donc, je pense que ça nous donne confiance aussi en nos moyens pour la gestion un peu plus quotidienne. Puis comme quoi, le Québec, je veux dire, on est une société qui se tient, on est une société non seulement qui se tient, mais qui se tient debout, puis qu'on est capable d'y arriver. Donc, je pense que oui, ça a un lien avec peut-être une certaine remontée là, du sentiment souverainiste au Québec. OK. Et en même temps, tu proposes certaines solutions durant la crise. On t'a vu il y a quoi, une semaine et demie à peu près. On t'a vu faire une sortie où ce que tu parlais, on a eu Madame Marois Risky, qui est une collègue à l'Assemblée nationale d'une autre famille politique, qui parlait davantage de ne pas imposer les heures supplémentaires qui sont faites par nos travailleurs des domaines essentiels. Alors, tu parlais d'une ici libération fiscale. Peux-tu nous en parler vite, vite de cette proposition que tu faisais? Oui, en fait, c'était pour faire un cadeau. Tu sais, on parle souvent de nos anges gardiens du milieu de la santé. Le premier ministre a, par exemple, augmenté d'un certain pourcentage certains salaires du milieu du réseau de la santé. Mhm. Moi, ce que je proposais, dans le fond, puisque le gouvernement a déjà ouvert la porte à tester l'idée des heures supplémentaires libres d'impôts, dans le fond, Mhm. que ça soit pas imposable, je me suis dit, ben, peut-être que le contexte de la crise, ça serait idéal pour le tester, puis voir, en fait, surtout que pour ces anges gardiens-là qui sont dans le réseau de la santé, puissent
en bénéficier. Je pense que ce serait une belle tape dans le dos pour eux. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très heureux de ma proposition. Là, ça a été partagé beaucoup dans les groupes d'infirmières, préposés aux bénéficiaires, tout ça. Donc, visiblement, les gens ont de l'intérêt pour ça. Donc, si on veut, tu sais, est-ce que c'est une bonne politique publique à long terme? Je pense qu'il faut la mesurer. Mais justement, si on voulait faire un test, il me semble que ce serait le moment parfait là, pour ce faire. Catherine Fournier, Madame la députée, euh, je disais précédemment que tu es une figure de proue, une figure de lance du mouvement souverainiste. Tu as débuté dès le tout jeune âge à t'impliquer dans les mouvements étudiants, par la suite les volets jeunesse de différents partis politiques, le Bloc québécois. Par la suite, tu as été élu en 2016, tu me corriges, sous la bannière du Parti québécois. Mm-hmm. Exactement. Tout à fait. Et Oui. par la suite, bon, il y a sûrement eu certaines directions du Parti québécois qui n'ont pas concordé avec tes idéaux à toi. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, est-ce qu'il y a eu une raison pour laquelle tu as quitté le Parti québécois, sachant que tu avais plusieurs gens qui te suivaient? Qu'est-ce qui s'est passé rapidement pour Oui, nous qui c'est ne savons sûr, pas c'est sûr. tout? La solution, je veux dire, l'avenue facile pour moi, c'était de rester au Parti québécois. J'avais une belle visibilité, des gros dossiers parlementaires. Je veux dire, j'avais beaucoup de gens dans le parti, évidemment, Qui te qui me suivaient? soutenaient, tout ça. Mais comme je l'ai dit, moi, je suis en politique d'abord et avant tout pour deux choses, l'indépendance, puis aussi une meilleure confiance dans les institutions. Donc, je vous dirais que mon départ s'explique par ces deux aspects-là. D'abord, l'indépendance, c'est un projet dans lequel je crois, un projet, selon moi, éminemment d'avenir, mais je ne sentais pas qu'il y avait d'avenir, malheureusement, au sein du Parti québécois. Je pense que le Parti québécois a porté le projet très loin à travers les époques, mais qui, en ce moment, est buté à une résistance au changement à l'intérieur du parti, puis aussi à une perception dans la population qui a perdu confiance dans le parti, puis qui empêche le Parti québécois d'avancer sur ce projet de société. Donc ça, c'était mon analyse politique concernant le Parti québécois. Puis aussi, ben, j'étais tannée des débats partisans, si on veut, entre les chicanes dans le mouvement souverainiste, entre le Parti québécois et Québec solidaire. Euh, Même les autres, je veux dire, il y a des souverainistes aussi qui sont pas représentés par ces deux partis-là. Puis moi, j'avais envie qu'on puisse réussir à se tendre la main, mais au sein d'un parti comme le Parti québécois qui veut défendre ses intérêts. Puis c'est la même chose pour les autres partis. Je les blâme pas plus que les autres. Mais ça fait en sorte que ça donne pas le contexte propice à ce rapprochement-là. Puis donc, j'avais envie de lancer le signal, puis de travailler au contraire sur un rassemblement des forces souverainiste à l'extérieur des partis, plus au plan citoyen, mais toujours politique. Tu avais lancé un mouvement, bon là, il y a la COVID-19, donc Ouais. il y a certains élans qui sont un peu ralentis, mais tout de même, tu as lancé cette idée qui est en train de faire son chemin, qui s'appelle Ambition Québec. Est-ce que ça va devenir un parti politique? Écoute, tu as Ouais. beaucoup de gens qui te Non, suivent. oui, c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui me posent la question d'ailleurs, mais c'est pas mon intention de créer un parti politique. En fait, je crois vraiment justement que la solution est politique, mais se trouve à l'extérieur des partis. Donc, faut user de créativité, selon moi, pour trouver peut-être une nouvelle façon de porter justement le mouvement souverainiste. C'est à ça que j'invite les gens à réfléchir à nos côtés, parce que oui, avec plusieurs collaborateurs, on a fondé l'organisation Ambition Québec à la fin de l'année 2019. Par contre, elle n'est pas lancée officiellement. Puis, en fait, ça devait être fait à la fin du mois de mars, mais évidemment, la COVID a déjoué nos plans, comme ceux de beaucoup d'autres gens. Donc, on a très hâte avec mon équipe. On a un conseil d'administration qui est maintenant formé. On attend pour l'annoncer. Donc, ce sera les prochaines étapes là, dès que la crise sera terminée, puis qu'on pourra un peu passer à d'autres sujets. Catherine Fournier, très rapidement, il nous reste quoi, 2 minutes et demie. Une question. Est-ce une fin de non-recevoir à tous ceux qui te voyaient dans un autre parti ayant les mêmes affinités que toi? Ou est-ce que c'est quelque chose dans le long terme, on ne connaît pas l'avenir? Est-ce que c'est Ouais, c'est quelque sûr que chose? moi, je me Hein? commettrai jamais sur le long terme. Là, je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée. Mais ce que je sais en ce moment, c'est que ma réflexion se situe à l'extérieur des partis politiques. Puis, OK.
il n'y a aucun des partis qui est représenté en ce moment là, qui correspond, dans lequel je vois vraiment un avenir pour le projet souverainiste également pour une façon différente de faire de la politique. Ça pourrait changer avec le temps, mais en ce moment, je ne l'entrevois pas. Puis c'est pour ça que j'essaie de trouver un autre chemin avec ceux qui partagent la même réflexion que moi. OK. Puis Catherine Fournier, comment on se rappelle un des grands premiers ministres du Québec, M. Parizeau, qui disait ben les communautés culturelles n'avaient pas beaucoup participé pour Mhm. faire en sorte que la souveraineté arrive. Beaucoup ont une oreille attentive. Comment allez-vous faire pour rallier ou du moins avoir l'écoute des communautés culturelles? Déjà, tu participes à ces podcasts de la diversité, donc ça, c'est un Mhm. big up. Yeah, Ben oui, ben merci. oui. Merci. Ça fait plaisir. Mais Merci de il y a l'invitation. une stratégie. Ben, merci à toi, franchement, d'avoir reçu, d'avoir accepté notre invitation. Mais surtout, Catherine Fournier, euh, comment le mouvement souverainiste devrait-il faire pour aller chercher davantage de communautés Mhm. culturelles? Mais moi, je pense que c'est avant tout une question d'un lien de confiance. On ne peut pas arriver avec des gens mais qu'on ne connaît pas tant, avec qui on n'a pas noué des liens, puis qu'on n'a pas intégré dans le projet, puis de dire, ah, vous devriez adhérer à ça. Et moi, je crois beaucoup au concept de co-construction. Si on veut faire un projet pays, il faut que tout le monde soit inclus, il faut que l'opinion des gens, autant qu'ils sont ici que de différentes origines, soit inclus. Fait que moi, je pense que c'est un travail sur le long terme. Il ne faut pas se le cacher. Je pense qu'il faut tendre la main, il faut bâtir des liens de confiance. Puis après, je pense qu'on peut réussir à bâtir un projet commun qui puisse parler justement à des gens de différentes origines. C'est peut-être ça qui a été perdu justement depuis, qui a peut-être jamais été assez poussé ou qui a du moins été clairement perdu là, depuis le dernier référendum en 95. Dernière question rapidement, Catherine Fournier. Est-ce que la crise actuelle, moi je sais que tu vois vraiment les choses d'un côté positif. Donc Ouais. pour toi, on va pouvoir passer au travers. On est une nation forte au Québec. Donc ça, écoute, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais est-ce que la Mm-hmm. crise actuelle démontre pas également certaines faiblesses institutionnelles au niveau du Québec avant de penser faire un pays, là, puis tu sais, qu'on soit au concert des nations. Est-ce que tu vois pas que, wow, OK, là, tu sais, nos CHSLD, on n'a pas investi, mais alors là, pas du tout. Je dirais depuis les 10 dernières années, 15 dernières Mm-hmm. années. Est-ce que tu vois pas est-ce que cette crise n'aide pas, peut-être aussi, c'est ce que tu disais un peu plus tôt, n'aide pas à voir les faiblesses de l'État québécois actuellement? Et est-ce que vouloir faire un pays demain matin, c'est pas peut-être aller un peu trop vite? Je te pose la Mm-hmm. question rapidement, là. Ben, c'est une bonne question. Oui, c'est clair. Je pense que ça met en lumière autant les forces que les faiblesses. C'est comme ça pour tout le monde. Une crise, je pense que ça met la lumière là-dessus. Ça va dans les extrêmes. Maintenant, on voit que le phénomène, par exemple, des difficultés dans les établissements de soins de longue durée pour les aînés, comme sont les CHSLD, c'est un problème qui est international. Hein. Regardez en France, en Italie, aux États-Unis même, en Ontario, c'est vraiment des problématiques qu'on voit. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un pays dans le monde qui a aucun problème? C'est juste normal. Moi, je pense que ça montre au contraire la crise actuelle que notre État québécois est réactif. Bien sûr, il y a des problèmes parce qu'il y a eu des sous-investissements depuis des années, mais moi, je suis convaincue qu'on est capable de les régler. Puis, avec 100% des outils d'un pays, bien sûr qu'on va pouvoir contrôler l'ensemble de nos décisions. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre nécessairement des meilleures décisions, je le souhaite, mais je veux dire, pour moi, c'est deux enjeux qui sont séparés, puis on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps. Catherine Fournier, les dernières 30 secondes sont à toi. Tu aurais un mot d'encouragement pour tes commettants de la circonscription de Marie-Victorin. La nation québécoise vous écoute, Madame la députée. Catherine Dorion, Catherine Fournier, excuse-moi. Fournier-moi, oui. Ouais, ouais. Ah non, c'est correct. Catherine Ben, merci. Fournier, nous t'écoutons. Oui, ben en fait, je veux vous remercier pour cette belle initiative. Je trouve ça vraiment formidable. Puis je veux juste dire Merci. aux gens, justement, je sais que c'est pas des moments qui sont faciles. C'est pour ça que il faut essayer
de regarder comment on peut chacun contribuer justement à se relever. Tu sais, quand on dit ça va bien aller, mais ça demande un effort collectif. Donc oui, respecter les consignes, mais également, si vous en avez la possibilité, si vous voulez joindre l'épaule à la roue puis contribuer, tu sais, il y a plein d'initiatives qui se passent un peu partout dans vos communautés. Si vous n'avez pas d'idée, moi, je vous invite à écrire à votre député sur les réseaux sociaux. On est bien placé, on sait un peu tout ce qu'il fait. Donc, si vous avez envie de contribuer de cette façon-là, c'est le conseil que je peux vous donner. Puis c'est intéressant parce que ça donne vraiment un sens à l'espèce de non-sens qu'on est en train de vivre avec la crise actuelle. Catherine Fournier, on te remercie d'avoir été avec nous ce soir sur les ondes de Coconut Podcast. Écoute, la députée souverainiste, indépendante, figure de proue du mouvement indépendantiste au Québec. Écoute, on te remercie infiniment d'avoir pris ce temps de partager avec nous en ces temps de confinement. Écoute, un grand merci et on te souhaite une belle soirée. Messieurs, dames, nous avions Catherine Fournier, la députée de Marie-Victorin. Je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Messieurs, dames, on revient dans quelques instants. Merci. Au revoir. Maintenant, nous avons un invité de marque. Cet invité est connu internationalement parlant. Aujourd'hui, c'est une fierté de pouvoir le compter comme étant un chef vivant au Québec. Messieurs, dames, nous avons l'ultime plaisir de nous entretenir ce soir avec Chef Paul-Henri Toussaint. Chef Paul, comment vas-tu? Tu sais, on se maintient comme on est dans le confinement, on essaie de garder, tu comprends, la tête haute, on reste encore, tu comprends, allumé. Souvent, lorsqu'on sait au printemps, c'est notre saison, c'est là qu'on commence vraiment à préparer notre été en tant que chef, tu vois, c'est là on doit avoir le meilleur menu qui existe, on doit préparer la meilleure, comme notre terrasse, c'est une terrasse comme qui est magnifique, qui fait, on doit être précis. Je devrais voyager en Haïti, ce serait la semaine, genre la dernière semaine pour aller en Haïti parce que dès que c'est le 1er mai, on est prêt maintenant à embarquer genre avec l'été. Mais c'est dommage comme cette année, on a la pandémie, comme qu'on peut pas, on doit vivre avec. On doit essayer de se dépasser, d'accepter la réalité d'un côté et aussi comme dire, OK, comment on peut faire pour satisfaire les clients, comment on peut faire aussi pour garder encore comme cette idée d'être chef, aussi comme l'envie de produire, l'envie de faire plaisir, de créer, de faire plaisir. Tu parles de se dépasser. Ouais. Alors là, tu utilises un verbe qui te qualifie carrément. Chef Paul, ceux qui ne te connaissent pas, alors là, on peut avoir le plaisir d'égayer les papilles gustatives sur les menus composés par toi-même et ton équipe, bien sûr, ceux qui voudraient goûter tes mets. Alors, premièrement,
on t'a connu véritablement, en tout cas, je parle pour moi, déjà peut-être tu te faisais connaître ailleurs, tu vas nous expliquer ça, mais à l'Agricole, cette institution culinaire, vous avez pignon sur rue, à peu près, ça fait quoi, 5, 6 ans? Vous êtes à Montréal, là? Agricole? Ouais? Non, 4 ans. 4 ans, voilà. Bon, tu vois, j'étais pas loin. Ouais. C'est comme on prépare la cinquième. Est-ce qu'on est dans la 5e année? Vous entamez la 5e année. Ouais, c'est ça. OK. Donc, Agricole, ce restaurant qu'on retrouve sur Amherst maintenant, qui a changé Atateken, oui, pour rendre honneur au peuple autochtone. Alors, on retrouve ce complexe, car tu parlais de la terrasse. Vous offrez restaurant avec une terrasse, mais qui nous rappelle les belles époques d'Haïti, n'est-ce pas? Les lacous. Les lacous, tu vas nous en parler là, ok? Je les mets en haleine. Et tout récemment, chef Paul, alors là, m'kadjouli en créole, mon chef, félicitations en pile. Tu représentes ce dépassement, d'accord, pour cette communauté de la diversité, pour tout Québécois, pour tout Canadien. Tu es entrepreneur, tu es devenu entrepreneur, pas juste actionnaire, participant à un autre projet qui est le agricole, ce complexe qui a le petit agricole à côté qui est ce bar. My God, bon, tu vas nous en parler. Okay? Mais tu as ouvert récemment, là, en 2019, c'est bien ça? En novembre 2019. En novembre 2019, le Time Out Market Montréal. Yo, comment tu as réussi? Un gars qui est originaire d'Haïti, où sorti Jacques Mel, et puis tu débarques à Montréal, tu fais ta renommée parmi une clique, là, tu sais, que veut dire, ça appartient à l'équipe de Arcade Fire, le complexe culinaire, bar, de divertissement agricole. Et ensuite, tu réussis à ouvrir ton propre business. Yo, les Alouettes font des entrevues avec toi, Montréal Gazette, La Presse, Radio-Canada, comme si Coconut Podcast. Tu comprends? Chef Paul, comment t'en es arrivé là, sérieusement, là? C'est ton parcours. Ce que je peux dire, c'est, comme je dis à tous les gens, c'est, j'ai commencé, comme je dis, j'ai grandi en Haïti, élevé en Haïti, et après j'arrive ici, je voulais aller, c'est pas moi, comme mes parents voulaient le droit. C'est comme j'ai commencé en droit 2 ans, après je réalise, c'est pas ma route, c'est pas ce que je veux faire, je suis quelqu'un plus actif, quelqu'un comme qui est créatif, actif, comme je veux m'impliquer plus, comme le droit ne m'interpelle pas, comme les bureaux, travailler dans un bureau ne m'appelait pas. Qui fait, là, je me suis dit, OK, la seule chose que je sais faire, c'est cuisiner. Et je savais bien le faire à cette époque-là aussi, tu vois. Je cuisinais que la cuisine haïtienne, souvent comme pour la famille. Et j'avais la chance, tu sais, lorsque la famille avait quitté le pays depuis 1994, j'ai commencé à cuisiner à la maison, qui fait à 7 ans, je commençais déjà à cuisiner comme lorsque j'avais genre 22 ans, 21 ans, tu vois, c'est comme c'est l'apogée, genre j'ai déjà 14 ans. C'était ça. Mais je voulais pas juste faire ça comme ça et puis j'ai parlé de ça à mon papa qui n'a pas accepté, comme j'ai dû faire ma propre route qui fait, j'ai dû déménager, j'habitais à Ottawa à cette époque, j'ai dû déménager, venir à Montréal ici et puis arrivé ici à Montréal, j'ai étudié. Après mes études, j'avais eu la chance d'avoir un stage au Toqué. Après 3 mois au Toqué avec la prise. Étudier en cuisine? Ouais, j'ai étudié en cuisine. Wow, j'ai fait ma cuisine au Collège La Salle. OK, nice. Comme au Collège La Salle, j'ai fait un DEP en cuisine professionnelle. Et puis après, j'ai fait mes stages au Toqué pendant 3 mois. Après les 3 mois, ils m'ont dit, OK, on veut te garder avec nous. Je suis resté au Toqué pendant 2 ans et demi. Wow. Après, est venu comme au Toqué, tu sais que c'est la route gastronomique. Et puis moi, c'était pas ma route. J'aimais travailler là,
C'était bien, c'était le fun, c'était les meilleurs produits qu'on avait au Canada, comme les producteurs te ramènent, on n'achetait pas comme chez les grossistes, le producteur te ramène son canard. Il te ramène comme tous les produits, c'est c'est la produit saison du d'asperges. C'est comme terroir. maintenant, c'est la saison d'asperges, là. Les gens te ramènent des asperges comme tu les vois, tu peux manger ça, c'est Elles sont comme fraîches, là, c'est frais, là, c'est pas, ça belles. n'a fait aucune route, il y a aucun, comme, il n'y a pas de conservation, comme pour que ça arrive chez toi, Ça c'est n'arrive pas comme de la nickel. Californie, là. Puis, ça, c'est nickel, comme, wow, là, j'ai compris, je dis, wow, regarde comment on peut transformer une cuisine, on peut prendre la cuisine québécoise, on peut l'élever. Et puis là, je me suis donné cette mission, je me suis dit, pourquoi pas aller en Haïti, comprendre maintenant, comme je savais comment cuisiner, je dis, allez comprendre pourquoi les Haïtiens mangent comme ça. Pourquoi, tu comprends, le savoir-faire, comme tout ce qu'il y a en arrière de tout ça, la culture derrière, pour comprendre que avec ça, je pourrais mettre en valeur cette cuisine-là. Je suis parti en Haïti, je suis resté 4 ans et demi en Haïti. Et puis après, Agricole avait déjà commencé sa première année. Et puis ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Paul, je pense que tu es la personne qu'on a besoin pour ce projet. Tout ça, je dis. J'étais venu à Montréal d'abord. J'étais allé à Agricole manger pour regarder le vibe, tout ça. Est-ce que ça rappelle vraiment ce que j'ai besoin? Parce que j'avais besoin de ça. Je voulais montrer ça au Québec. Et puis lorsque j'étais rentré là-bas, je me suis dit, OK, ça c'est la place. Ils ont construit ça, le temps. C'est comme j'ai mon temps maintenant. C'est comme, je peux prendre ça. Et j'ai pris ça 3 ans, comme à pousser ça comme il faut, mettre ça en valeur, comme on ouvre toutes les portes, tous les gens voulaient manger chez nous, tous les gens comme veulent nous comme. Oui, mais tu sais, excuse-moi, Paul, pour que Régine Chassagne vienne te chercher, Win Butler, tu sais, des stars internationales, Arcade Fire. Écoute, est-ce que c'est ta renommée du hockey qui t'a suivi? Est-ce que c'est ta renommée dans les hautes sphères d'Haïti qui t'a mais en Haïti, à Montréal? En Haïti aussi, j'étais le restaurant parce que j'avais un projet en Haïti. Parce que j'ai fait une première année en Haïti qui était vraiment comme juste voyage, comme vraiment aller explorer. Et puis après, les 3 dernières années en Haïti, j'avais eu la chance d'ouvrir un restaurant au Caribé Hotel qui était sur le rooftop, qui s'appelait Assou. Comme c'était la destination en Haïti, tous les gens voulaient aller là, tu vois. Comme là aussi, ça, j'avais une bonne réputation. Et puis, le marketing était bien tout en arrière de... C'est comme, moi, je peux pas... Ça n'a rien et c'est beaucoup mieux même que beaucoup de restaurants à Montréal, tu vois, comme en termes de qu'est-ce qu'on offrait comme culture, comment dire ça, expérience, tout ça, c'était énorme, là, tu vois, c'est comme tu étais là-bas, tu pouvais faire un tour presque comme de l'ouest, tu pouvais regarder l'ouest au complet, genre, tu comprends, c'était beau, comme, et puis là, lorsque j'arrive ici, c'est la même chose, les gens cherchent le savoir-faire. C'est comme n'importe quoi que tu fais dans ta vie, c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est s'appliquer, s'assurer que tu fais ça bien. C'est pas parce que, OK, je le fais en Haïti, comme je dois baisser ça, ou bien je le fais à Montréal, ou bien je le fais en, un standard, là, tu sais. À respecter. C'est comme, OK, je cuisine à $10 le plat, oui, mais je veux chaque plat que les gens achètent pour leurs $10, ça doit être comme la meilleure des choses. Tu comprends? C'est ça que je pense. C'est ça l'important, c'est bien faire, parce que c'est ça qui était toujours important pour moi. Puis ça t'a amené à faire le Time Out Market Montréal. Après, j'arrive à Montréal. En 2 ans, comme c'était boom à Montréal, tous les gens voulaient manger à Agricole. On avait des lignes énormes. On pouvait pas avoir... les gens, on avait des attentes pour 2 heures, 3 heures. Les gens attendaient pour manger. Et aussi, lorsqu'on a d'autres options, c'est comme par soir, on perdait environ 100 clients. Tu comprends qu'on ne pouvait pas satisfaire parce qu'on n'avait pas de place pour les recevoir. Surtout en été, et la terrasse est bondée, genre, et tous les gens... Et là, toi, tu es au Centre Eaton. Donc, vous avez tu as ouvert quelque chose en collaboration avec peut-être d'autres partenaires, la même équipe au Centre un peu. Eaton, c'est ça qui arrive aussi après. Le Centre Eaton, c'est toute l'explosion comme d'Agricole à Montréal qui a ramené ça. Parce que le Centre Eaton, c'est un projet de Time Out. Time Out Market, c'est international. C'est un projet qui a démarré à Lisbonne, au Portugal, tu vois, et c'est des Anglais qui ont ce projet. C'est à Londres.
Tu vois, il y a un à Miami, il y en a un qui est à New York, il y a un à Chicago, un à Philadelphie, et il y a un autre. Félicitations, Et Chef comme il Paul. va avoir tout. Ce qui arrive, c'est que eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans la ville, ils font le tour de la ville pour voir qu'est-ce que les gens aiment. C'est quoi que les gens cherchent? C'est qui les meilleurs dans la ville, tu comprends? C'est comme ça. Et puis là, ils te choisissent et puis ils te proposent. Est-ce que tu veux être partenaire avec moi? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et là, on bâtit ensemble l'entreprise et puis c'est ça. Et je peux pas me dire, en 3 mois, ce qu'on avait fait là-bas, c'est dommage que le coronavirus est arrivé, il a un peu cassé le rythme, mais c'était énorme. Comme je m'attendais jamais à voir ça à Montréal. Et c'est la même chose. Et on lâche pas. Il y a d'autres projets à venir. Il y a d'autres projets à venir. Il y a un gros projet encore à venir. Espérons que Dieu nous garde en vie et puis que la pandémie nous échappe le plus vite que possible, tu vois. Chef Paul, tu voyages beaucoup pour t'inspirer, d'accord? Oui, oui. En préparant l'émission, Haïti, toi-même, tu es originaire de Jacmel. Écoutez, messieurs, dames, s'il y a un coin de paradis sur Terre, c'est bien Jacmel en Haïti. Pour avoir visité Jacmel, Chef Paul, tu as été également en Nouvelle-Orléans. Écoute, ton crew est également établi en Nouvelle-Orléans. Quand tu y vas, tu peux manger. Tu sais, ils ont une tradition culinaire qui s'apparente à la culture, à la tradition culinaire haïtienne. Oui, très bien. C'est Comment le tu mélange. t'inspires, là? Vas-y. Eh bien, Il reste 2 minutes, Chef Paul. Ouais, eux autres, ils ont fait le Cajun plus. Nous autres, on fait plus comme, on reste plus créole. C'est quand ils font beaucoup plus de mélange d'épices que nous. Mais ça se ressemble tellement, c'est comme la cuisine française comment dire ça? Qu'on déstabilise un peu. C'est comme ça que je dis souvent. C'est comme, oui, tu vois ça, des techniques comme des choses, oui, comme un risotto, tu dis, OK, c'est pas un risotto, c'est un jambalaya maintenant. Parce que c'est goûteux, il y a comme des saveurs. La texture. Tout ça, on a tout qui fait. C'est ça qu'on fait, et c'est ça aussi qui est Haïti, c'est ça qui est la Nouvelle-Orléans, c'est comme ce mélange de culture-là. On n'accepte pas, c'est comme, oui, on a été colonisé, mais en même temps, on dit, OK, de cette colonisation, on va sortir la meilleure des choses. On va, comment dire ça, on va se réunir sur un point commun, tout ce qui est la culture, pour vendre une meilleure histoire, une meilleure image de nous-mêmes, tu vois. Et c'est ça qu'on a, c'est énorme. Ça Chef Paul, si ce que tu fais, comme on dit, messieurs, dames, cordon bleu, eh bien, nous, par la caille, on dit coupé douette. Écoute, ce don, ou ça t'a été transmis par, je sais pas, je m'avance, par maman, par grand-maman, par tati, par l'ambiance familiale, par papa. Non, c'est pas ça, c'est du tout pas. C'est comme, j'ai eu la chance parce que lorsque mes parents ont quitté le pays, comme un pote de ma famille, j'avais une gardienne. Cette gardienne-là, parce que tu sais, le samedi en Haïti, on appelle ça journée baisser lever. C'est la journée où tu dois nettoyer la maison, tu dois préparer la semaine, tout ça. Et puis elle m'a dit, pourquoi je ne t'apprends pas à cuisiner le samedi? Tu vas cuisiner. Moi, je pourrais m'occuper du reste de la maison. Et de là, j'ai appris à cuisiner. Et après, tu sais, j'ai peaufiné ça avec ma maman, j'ai peaufiné ça avec ma grand-mère, que tu comprends, ma tante, tout le monde. Mais c'est elle qui a mis cette base, qui m'a montré tout, qui m'a montré comment goûter. Tu as encore des contacts avec... Oui. OK, nice. Elle s'appelle Sonia Gabriel et elle est sur Facebook aussi. OK, Sonia Gabriel, un grand big up parce que tu fais en sorte que, messieurs, dames, Sonia Gabriel, je pense que tu vas nous arranger une entrevue avec Sonia Gabriel parce que si à Montréal, on peut goûter des mets haïtiens, mais comment on dit, bouleversé, comme nous dit Chef Paul, bien c'est grâce à Sonia Gabriel. Chef Paul, les amis, arrêtez un peu le temps. Chef Paul, tu participes également à différents projets
à l'international, à Montréal. On sait que tu contribues à des chars allégoriques via des publicités avec Agricole. Vous avez votre propre char que vous lâchez durant la Carifesta de Montréal. On sait que tu t'impliques dans les carnavals en Nouvelle-Orléans. Vite fait, ce projet-là, ça fait 3 ans que vous penchez là-dessus, toi, Win et Régine. Non, ce projet, c'est vraiment comme... Parce que c'est la même chose qu'on fait pour le Carifesta, un peu qu'on essaie, c'est montrer notre culture. Parce que c'est très important, parce qu'on a une culture... La culture, d'abord, haïtienne, c'est une culture qui est très riche. Okay. Et la culture haïtienne, c'est ça que je veux que les gens comprennent. Lorsqu'on regarde l'art haïtien, la musique haïtienne, tu comprends, la littérature haïtienne, tout ça, c'est énorme. C'est très important de promouvoir ça, de montrer ça à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi, comme à New Orleans, et si vous savez bien, New Orleans a été construit avec des Haïtiens. C'est comme des Haïtiens qu'on a pris d'Haïti, qu'on a ramenés pour faire la guerre, qui a mis les colons dehors, qui se sont impliqués avec les Afro-Américains pour faire la Nouvelle-Orléans, qui fait Haïti fait partie de la Nouvelle-Orléans, qui fait, comme on regardait à New Orleans, on ne parlait pas autant de ça, qui fait, on devrait montrer, on doit montrer aux gens de la New Orleans comme que Haïti est votre histoire. Haïti, sans Haïti, on n'aurait pas comme cette riche culture-là, comme on n'aurait pas comme la Nouvelle-Orléans libre peut-être aujourd'hui, tu vois, c'est tout ça et notre influence aussi à travers le monde aussi a inspiré beaucoup de pays, que ce soit au niveau international, que ce soit dans la Caraïbe ou bien comme dans d'autres pays, tu vois, qui fait, c'est important, c'est énorme. Et Monsieur l'ambassadeur, Chef Paul, je répète, Monsieur l'ambassadeur, Chef Paul, parce que tu es ambassadeur des Caraïbes, d'Haïti, de la Nouvelle-Orléans, de Montréal, du Québec, du Canada. Tu sais, quand la CFL vient t'interviewer. C'est ça le monde. C'est comme on doit s'ouvrir maintenant. C'est ça, je pense qu'on doit faire le melting pot. On essaie, on vend le mieux, on évite comme les problèmes, on vend comme tout ce qui est le plus comme, comment dire ça, positif, tout ce qu'on doit échanger avec les autres et puis pour diminuer le côté négatif, tu vois. Je pense que c'était vraiment le message de paix que tu prônes tout le temps, mais surtout d'espoir. Chef Paul, reste aux 15 secondes, mais le régisseur, là, tu l'as vu, il est comme, il reste plus beaucoup de temps, mais on a Chef Paul avec nous, tu sais, ça va valoir de l'or, cette entrevue. Chef Paul, tu t'adresses à la nation québécoise, à tous tes fanatiques de cette institution Agricole, Time Out Market, administrée par Chef Paul Harry Toussaint de Montréal. Mot de la fin, mot de motivation, Monia Psoufou-là. Quel mot, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes fanatiques qui ne peuvent pas manger ton chictaille, qui ne peuvent pas manger tes akra, qui ne peuvent pas manger ton griot, hein? Chef Paul, 15 secondes. Je vais vous présenter comme mon fils Ira. Enchanté, le Québec te salue. Mais l'important, c'est comme je dis à tous les gens, c'est on vit des moments difficiles, c'est vrai, mais en même temps aussi, on doit garder le cap et s'assurer aussi que le monde est fait comme ça. On a déjà traversé pire et de nos jours, on est mieux. Comme on peut, par exemple, on sait combien d'histoires qu'il y a eu, comme les grippes, on avait la grippe espagnole, plein d'histoires qui se sont passées. Les gens ont beaucoup, comme on avait perdu plus de gens. Là, maintenant, on doit comprendre, on doit rester plus allumé, on doit respecter les consignes. Et puis, en même temps aussi, la chance qu'on a, les restaurants restent encore ouverts. C'est comme on peut commander, comme maintenant, on est sur Uber Eats aussi, comme Agricole, comme Uber Eats, Skip the Dishes. On a partout, on peut appeler le restaurant directement et c'est ouvert du mercredi au dimanche. On a tout. Tout est là. On est là pour vous supporter, mais en même temps aussi, le plus qu'on fait attention, et je pense que c'est le mieux qu'on va aller. Et en même temps aussi, comme je dis, vivons la vie et puis on sait que c'est pas loin. Tu sais, on va s'en sortir comme ils disent au Québec, ça va bien aller.
Merci beaucoup à tout le monde. Chef Paul, ce fut un honneur de t'avoir avec nous. Tes mots d'encouragement, d'espoir, merci. C'est tellement bien reçu par l'ensemble du Québec. On a hâte de pouvoir goûter à tes mets, comme on dit, comment tu dis, déstabilisant, tu sais, un peu. Donc, yo, Chef Paul, on te retrouve au Time Out Market Montréal, au Centre Eaton. On te retrouve également au Agricole sur Atateken. Petit Agricole, on te retrouve le soir. Des fois, tu danses un peu. Merci à ta famille, merci à tes enfants, tout le monde d'avoir permis à Chef Paul de nous donner cette entrevue. Messieurs, dames, nous avions Chef Paul avec nous. Algoute Griot, Monsieur Banane Pesé, Chitaï et Accra. Ah ouais, vous allez aimer. Sur ce, dans quelques instants, notre prochain invité. Merci. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais pas que vous applaudissiez, mais que vous applaudissiez pour réfléchir ce soir. Parce que la cause, c'est pas moi, la cause, c'est ceux qui ont boxé plus tôt, c'est les jeunes qui sont ici, les jeunes qui suivent le mentorat, les jeunes qui se raccrochent à la vie. On met le décrochage, KO. Applaudissez-vous. Je ne raconterai pas mon histoire parce que vous allez savoir assez vite qui je suis. Ma carrière politique commence seulement. Moi, je suis arrivé il y a quelques années, je suis à l'Inestar, j'avais 21 ans, j'avais un secondaire 1. J'avais rien d'acquis. Mais j'avais un rêve que je connaissais pas encore. Je veux remercier à l'Inestar de m'avoir raccroché à la vie, raccroché à mes études, raccroché à ma carrière. Et bien entendu, j'aimerais aussi remercier Justin Trudeau, qui a été mon premier contact politique quand j'ai mis le box avec lui en 2012. Je vous dois énormément à Ali Justin pour ce que vous avez fait pour moi, ça n'a aucun prix. Ali, merci beaucoup. Je te dois. Justin, merci. Mais là, j'embarque sur une force de ma vie, la politique, parce que je me présente officiellement comme conseiller municipal à Montréal, avec le projet Montréal, qui ont eu l'audace de m'accueillir, tout comme Maïté Cabrera ici, qui a eu l'audace de vouloir revenir avec moi et être ma directrice de campagne. Merci beaucoup. Merci à Barbara Maronis aussi. Une autre personne qui a fait une maîtrise en éducation, il se présente aussi à la mairie, on est une équipe super forte. Vous deux, je vous remercie, Justin, Ali, l'organisme. Les jeunes, si vous m'entendez, je sais que vous êtes là. Raccrochez-vous à vos rêves. Peu importe ce que vous voulez faire, vous êtes capable. Peu importe ce qu'on vous dit, trust me, you can do it, never give up. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voter pour lui aux dernières élections municipales, eh bien, c'est le moment de prendre ces 10 prochaines minutes afin de rencontrer un citoyen plus qu'actif. Il est militant pour les droits de la personne, ex-conseiller, candidat, excusez-moi. Alors, un lapsus, on sait qu'aux prochaines élections, il sera sûrement élu. Alors, ex-candidat aux élections municipales pour la formation Projet Montréal. Messieurs, dames, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous également un boxeur à ses heures, Mathieu Léonard. Mathieu Léonard, comment vas-tu? Écoute, malgré le confinement, pas si pire. C'est sûr qu'à un moment donné, le moral, il descend un peu. Être enfermé pendant tant de temps, que ce soit le travail à la maison, l'école à la maison, c'est vraiment comme un chamboulement dans nos vies. Mais on est fort, on reste là, on reste positif, on n'a pas le choix. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec la situation présente. Écoute, Mathieu Léonard,
On sent le compétiteur en toi, le boxeur en toi, ce positivisme quand tu montes sur l'arène de boxe. Tu as pratiqué la boxe depuis 2011, t'es boxeur. Toi-même qui as eu un parcours par moments rocambolesque, on pourrait dire, dans ta vie personnelle. Il y a de superbes articles de la presse qui disent que tu passes de la rue à l'arène politique, l'arène communautaire. Pour passer au travers de ce confinement, Mathieu Léonard, comment vas-tu, comment fais-tu plutôt pour passer au travers de ce confinement? Où puises-tu l'énergie? Est-ce que ton passé de boxeur te permet par moment de puiser certains outils qui te permettent aujourd'hui d'être assez serein, zen, je te dirais? Je dirais que l'expérience de vie aussi rentre beaucoup en compte. J'ai passé beaucoup d'années, beaucoup de temps aussi en confinement, pas antisocial, mais seul dans mes petites affaires. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, tu rentres dans ta bulle, puis c'est de l'expérience de vie, comme que je dis. Est-ce que mes expériences aussi personnelles m'ont fait en sorte que oui, j'essaie d'avoir le plus possible un positivisme. Je reste un humain comme tout le monde. Tu sais, je peux pas faker, disant ouais, ça va toujours bien, ça va pas toujours bien. Mais je me dis toujours, je regarde où est-ce que j'étais hier, où est-ce que je suis aujourd'hui, puis qu'est-ce que je fais en ce moment. Oui, c'est un petit peu un blocage avec la situation, mais je me dis toujours que ça va bien aller. C'est un peu comme la phrase, c'est cliché en ce moment, mais si ça va bien aller, on va s'en sortir. On vit toutes des situations. Il y a du monde en ce moment qui sont en dépression, qui sont pas habitués. Donc, c'est normal, le chamboulage vient, joue un peu avec la tête des gens, puis notre estime en ce moment avec ce qui se passe. Mais c'est correct parce que l'important, c'est toujours se rappeler qu'on n'est pas tout seul. Il y a que les réseaux sociaux, ça prend un petit message, un contact, tu vas être en contact avec quelqu'un tout de suite qui va pouvoir partager avec toi s'il y a quoi que ce soit, puis ses sentiments. Écoute, Mathieu Léonard, tu parles des réseaux sociaux. Ouais. Entre autres, actuellement, en cette période de crise sanitaire, tu profites de ces différentes plateformes pour transmettre l'information gouvernementale aux citoyens. Tu n'as pas été élu aux dernières élections, on en parlera tantôt, mais tu assures ce rôle de citoyen engagé, un citoyen de premier ordre. Peux-tu nous expliquer ce travail que tu fais sur les réseaux sociaux à destination, à l'égard de tes commettants, là, des citoyens qui habitent à Montréal-Nord? Ben, en fait, ça a commencé parce qu'en ce moment, surtout, il y a tellement de fausses nouvelles, puis des nouvelles qui font pas de sens sont partagées. Puis souvent, c'est répétitif quand ce qu'on voit sur Internet. Là, je me disais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des questionnements sur les procédures. C'est sûr, je ne m'en vais jamais du niveau fiscal. Je ne suis pas fiscaliste, mais sur du niveau des questions de la Ville de Montréal. Ça peut être la Ville de Laval, ça peut être les règlements citoyens, au provincial, au fédéral. Donc, tous les programmes, j'ai remarqué que les gens il y avait de la misère à s'inscrire, à apprendre ces programmes-là. Même sur les médias, les gens n'étaient pas sûrs, sont perdus, puis c'est normal en temps de confinement. On se pose des questions sur pas mal tout. Moi, j'ai dit, écoute, je prends l'initiative citoyenne de partager la vraie information qui est crédible et gouvernementale aux gens pour s'inscrire, pour exemple, le chômage, la prestation canadienne d'urgence, les programmes gouvernementaux provinciaux aussi avec le gouvernement du Québec, les prestations, exemple, du 100 $ de plus que le gouvernement Legault va donner aux travailleurs essentiels, les garderies, les étudiants, l'immigration. Il y a tellement de questions que le monde se pose qui ne sont pas au courant nécessairement. Puis je pense que c'est super. En fait, pas je pense, je sais que c'est super important de le partager. Au début, comme je disais, c'était juste pour partager. Puis je te mens pas, j'ai reçu peut-être 150 messages depuis peut-être 3 semaines de gens qui me demandaient des questions, comment procéder. Puis je bâche personne. Je veux juste dire qu'il y a certaines personnes qui sont élues, qui ne partagent pas l'information nécessairement, puis qu'en temps de confinement, on ne les voit pas. Il faut que quelqu'un prenne la relève. Bon, ben, écoute, tu as anticipé vers où je m'en allais. De plus en plus, on voit des citoyens qui ne sont pas des élus, mais tout de même qui prennent leur place dans la société, qui relaient l'information. Ceci a été demandé par notre premier ministre également, M. Legault, mais qui relaient l'information à partir des sites officiels, bien sûr, donc information gouvernementale, qui la retransmettent. Mais on sent également que
de plus en plus de citoyens veulent participer à la chose publique. Toi, en 2018, on n'a pas encore pris le temps vraiment de comprendre le personnage qui est M. Mathieu Léonard, mais en 2018, ça a vraiment été le moment, je pourrais dire, que tu t'es fait connaître de par le grand public. Tu as été candidat pour les élections municipales pour la formation politique Projet Montréal de la mairesse Valérie Plante. Ouais. Tu étais dans l'arrondissement Montréal-Nord. Peux-tu nous parler de cette expérience-là, là, Mathieu Léonard? Ce qui t'a mis ça à la map, je pourrais dire. Là. Ben, en fait, c'est arrivé par accident. OK? J'ai rencontré quelqu'un qui a un dîner bénéfice pour une personne qui est justement élue. On a commencé à parler. Il a dit, écoute, on va aller manger à un moment donné. On va manger. On mange, on parle, on jase. Il dit, pourquoi tu te lancerais pas en élection? J'ai dit, écoute, je sais pas encore si c'est le temps. Puis c'est ça qui est bizarre dans ce soir-là, c'est que j'ai décidé de prendre ma décision de me lancer en élection en mangeant ce que j'aime le plus au monde, du gâteau au chocolat. Vraiment, en une après-midi. Puis le pire là-dedans, c'est un meeting que je pensais même pas pouvoir aller. Donc, ça aurait pas été de ce meeting-là, je me serais peut-être pas lancé en élection, parce que c'est vraiment sur le spur du moment que je dis, il faut que je le fasse. Puis je suis allé indépendant premier. À Montréal. Pourquoi Projet Montréal? Pourquoi pas équipe Coder, aujourd'hui Ensemble Montréal? Pourquoi pas une autre formation? Projet Montréal, est-ce que c'était un peu ce programme axé davantage sur la mobilité, d'accord, en milieu urbain? Est-ce que c'était leur programme qui t'intéressait davantage, ce côté un peu vert? Ce qui est arrivé, c'est que j'étais indépendant au début. J'ai une amie à moi, Rosalie Filato, qui, elle, allait potentiellement faire un projet à Montréal ici, qui allait parler moi projet conseillère d'arrondissement dans Villeray. Exactement, c'est ça. Projet, c'est avec qui que j'étais, avait besoin de quelque chose de fort à Montréal-Nord. On a discuté, ça a super gros matché. J'ai rencontré Craig Sauvé, le conseiller municipal district du Sud-Ouest, M. Jimmy Soubry aussi, qui s'occupe de pas mal tout. Ça a super bien cliqué. La plateforme intéressait. Oui, par bout, je sais que ça va peut-être plaire à certaines personnes, mais je suis conservateur sur certaines choses, libéral sur certaines choses, mais progressiste dans toutes les sphères. Et j'ai aimé leur plateforme. Okay. Je me suis joint. Je dis, écoute, tu sais quoi, on va faire de quoi? Puis ça a été la plus belle expérience parce que j'ai rencontré Anastasia Marcelin, Sacha, Balarama Fournier, justement. On a une équipe de feu, puis j'ai eu tellement de fun. J'ai eu tellement de fun. Écoute, dans Montréal-Nord, tu es un des candidats qui a obtenu le plus grand suffrage, mais qui a terminé en deuxième place quand même au niveau de Projet Montréal. Est-ce que ce n'est que partie remise? Est-ce qu'on va revoir Mathieu Léonard dans l'arène politique? C'est sûr et certain. Dans le bon moment. Tu sais, j'ai regardé vraiment l'expérience que j'ai eue à Montréal-Nord. Je suis parti d'absolument rien dans un coin qui était déjà ancré de Nicodère. Si tu ne peux pas rentrer là, personne même se prête. Sans nous comme candidat, il n'y aurait pas eu grand monde qui aurait été là dans l'équipe en tant que tel. Et j'ai triplé le vote dans l'histoire de l'opposition. J'ai triplé le vote. La dernière personne avait eu 1500 conseillers Projet Montréal. J'ai eu 4017. Donc, j'ai triplé le vote. J'ai perdu par un petit peu en bas de 800 votes, ce qui était comme du jamais vu. Même qu'au courant de la soirée, je gagnais jusqu'à temps comme Money Whoop, ça drop. Mathieu Léonard, suite à l'élection municipale, il y a eu certaines sorties de candidats un peu, peinés d'avoir mordu la poussière pour Projet Montréal aux élections municipales. Ils ont critiqué un peu le support qu'ils ont eu du parti, hein, et il semble qu'ils ont été laissés pour compte. Malgré ces difficultés, tu as réussi à faire de bons chiffres. Est-ce que tu as certaines recommandations peut-être pour les prochaines élections à venir qu'ils devraient davantage supporter les candidats dans les quartiers un peu plus aux extrémités et qui ne font pas partie de la ligne orange là, qu'on appelle communément? Très favorable à Projet Montréal. Il faut en politique, là, puis dans le sport, le underdog, c'est souvent les personnes qu'il faut regarder le plus.
Donc, où est-ce qu'on s'entend de moi avoir un gros score? C'est là qu'il faut potentiellement miser le plus. Parce que quand la personne se dit, écoute, moi, je ne suis pas un candidat poteau. Moi, je m'en vais dans le coin qui va être difficile. Je m'en vais là pour gagner. Donner l'effort. La prochaine élection, je pense qu'il va être important de faire, c'est un peu plus de support. Quelqu'un qui va gérer la campagne, mais qui connaît l'arrondissement. Pas quelqu'un qui vient de à gauche puis à droite, mais quelqu'un qui vraiment connaît l'arrondissement, qui a des contacts avec les organismes, qui va pouvoir amener ses candidats et ses candidates sur le terrain de façon où est-ce que ça va être égalitaire, si on veut, pour pouvoir les chances de gagner. Autant de perdre, autant aussi de gagner. Un meilleur support, justement, avec la communication, plus de visites en tant que telles, des grosses personnes, des grosses pointures du parti. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer, mais tout dans la vie est un processus. Donc, Actuellement, on fait des erreurs, des essais, c'est normal. OK. Mais actuellement, moi-même, vas-y, je t'écoute. Moi-même, je trouve qu'on n'a pas eu assez de support. Oui, l'explication, on ne s'attendait pas à ça. Ça a été pour beaucoup de monde, beaucoup. Mais idéalement, essai et erreur. La prochaine élection, c'est sûr que ça ne sera peut-être pas la même équipe nécessairement qu'on avait, mais c'est de prendre qu'est-ce qu'on n'a pas fait de pas correct. Tout le monde ensemble, pas juste projet. Moi également, si ce serait moi ou peu importe les autres personnes. OK, on regarde, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, où est-ce qu'on a mal été, quand on travaille ça, aller vers l'avant. Tu as eu la chance de rencontrer quand même des personnalités durant cette aventure politique. Ouais. Entre autres, tu nous as dit que tu as eu la chance de collaborer avec un ancien joueur des Alouettes, Balarama Holness, d'accord? Ouais. Également, Sacha Wilkie Mérazil, très en vue parmi les jeunes. Ouais. Mais ces derniers également sont sortis, ont critiqué. La critique, elle a été reçue. Je sais qu'il y a eu des rencontres au sein de Projet Montréal. Il y a eu certains ajustements qui ont été faits récemment. Leur nouveau président est issu des communautés culturelles, entre autres haïtiennes, Gwédrig Bernier. Félicitations, Gwédrig. On va essayer de l'avoir à l'émission. Donc, assurément... Oui, vas-y. Il est super bon en plus. On a une conversation peut-être d'une heure ensemble. C'est comme je te disais, il faut que ce soit les bonnes personnes qui sont en poste. Que ce soit candidat, candidate ou à la présidence des projets Montréal dans le parti. C'est pas juste pour que ce soit symbolique, mais que les bonnes personnes. Une conversation avec lui que j'ai eue, là, number one. Puis, number one, ce gars-là. Donc, tu converses pas mal avec beaucoup de monde, là, je te dirais. Tu es très connecté, très sur le terrain. Rapidement, Balarama Holness, il a critiqué, il s'est fait entendre de par la grande région métropolitaine avec d'autres personnes, une équipe, toi-même, Mathieu Léonard. Vous avez réussi à recueillir suffisamment de signatures pour qu'il y ait cette consultation publique sur le racisme systémique à la ville de Montréal. Écoute, ça là, au nom du Québec, moi je te dis félicitations, au nom des Montréalais, félicitations à toi et à ton équipe, parce que on se doutait qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient pas super, je pourrais dire ça comme ça, je me retiens. Et finalement, vous avez réussi à avoir cette consultation. Hey, écoute, en 1 minute 30, peux-tu me parler de cette aventure-là, s'il te plaît? Ça a été juste fou. Balarama, écoute, il a dit qu'écoute, je lance quelque chose, je le fais. Et je l'ai appuyé la minute qu'il m'a appelé. Ensuite, ça a fini avec, exemple, quelques personnes qui étaient au début, avec Mme Tiffany Garlandia aussi, qui était incroyable dans la consultation. Une des, justement, des requérantes avec Balarama, qui était aussi candidate. On a commencé avec peu, des petits meetings. Ça a fini avec 50 organisations, 22 000 signatures à la main, je tiens à préciser. À la main, donc ça a été beaucoup de travail avec tout le monde qui était impliqué. C'est important aussi de souligner, c'était la jeunesse qui était impliquée, l'initiative citoyenne, les gens qui ont entendu faire de la consultation que Balarama avait lancée, et en fait, en sorte que le monde se sont rassemblés ensemble, été, matin, midi, soir, les festivals, partout, à récolter des signatures, en fait, un travail incroyable. Question à quelques dollars. OK. T'es d'origine québécoise, Mathieu Léonard? Française? En fait, mon Dieu, mon père est québécois. Ma mère, justement, un petit peu de ma mère, c'est italienne, grecque, irlandaise. J'ai un gros mélange européen. Calimera. Alors, écoute, juste de même,
un Québécois, ça, là, sérieux, chapeau bas, hein? Un Québécois qui va s'allier à d'autres issus des communautés culturelles, avec d'autres Québécois également, puis Ouais, qui vont lutter pour qu'il y ait une consultation sur le racisme systémique. Tu sais, je veux juste souligner le fait, chapeau bas, ça, là, c'est un vrai militant des droits de la personne. Tu comprends-tu? Tu arrives avec un CV ouais, de même aux prochaines élections. ouais. Ah ouais, Tu c'est sûr que comprends? ça. Donc, moi, C'est sûr que pour moi, ça. là, ouais, vas-y, Le vas-y. cœur y était. Le Le cœur corps y y était était. parce que, tu sais, je me dis, c'est pas parce qu'exemple. Puis souvent, je me dis toujours, que ce soit moi, n'importe qui d'autre que je peux voir, imaginez-vous les celui de quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut se sentir? Puis c'est pas parce que nécessairement, t'es pas comme l'autre personne ou les mêmes souliers ou le même environnement que ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait de la compassion, puis comprendre un peu. Puis c'est en comprenant, en s'impliquant, même si on a des visions complètement différentes, l'interaction sociale, faire ça, qu'en jasant, on peut apprendre à comprendre un autre, puis dire, OK, c'est quoi, il y a un problème, on va le travailler ensemble. Parce que j'ai cette chance-là, il y a peut-être d'autres personnes n'ont pas, puis c'est pas juste, c'est pas égal. Fait qu'il n'y a pas de, je peux dire, c'est même pas une course à qui va réussir, c'est une chance, gars, t'as pas cette chance-là nécessairement, il y a un problème, j'y crois, on va l'arranger ensemble, on va le travailler, puis on va aller faire les beaux tout le temps. Ouch. Puis là, l'Office de la consultation publique de Montréal, est-ce qu'ils en étaient à dévoiler leurs recommandations avec Oui. la mairesse Plante? Écoute, là, en 20 secondes, on attend. C'est comme on est en plein COVID. Il était censé sortir le mois passé, ce mois-ci. On attend encore de voir comment ça va se dérouler avec le COVID-19. C'est sûr que le monde entier est chamboulé, mais on attend ça impatiemment de voir ça, comment ça va aller. Wow. Mathieu Léonard, écoute, le régisseur, il est là. Il me dit, il reste une minute, Mathieu Léonard. Une minute déjà. Je pense que, messieurs, dames, je n'aurai guère le choix que de réinviter Mathieu Léonard en grande entrevue. Car la semaine prochaine, vous serez en mesure de voir les invités que nous aurons. Mais là, Mathieu Léonard, c'est sûr que je te réinvite. Mathieu Léonard, en une minute, recommandation aux citoyens de Montréal-Nord, aux citoyens du Québec. Je sais actuellement, tu es beaucoup impliqué avec les centres communautaires, vous faites des paniers avec des vivres, hein, de la subsistance, et vous amenez ça directement aux gens dans le besoin. Mathieu Léonard, ta recommandation en une minute, je t'écoute. Ben, en fait, ce que je veux vraiment amuser, c'est premièrement, merci beaucoup de m'avoir reçu, puis je vais revenir avec plaisir. Ce que je veux vraiment vous inviter à faire, c'est la coopération. C'est la chose la plus importante qu'il y a pas, surtout dans des moments comme en ce moment, là, avec la pandémie. Oui, restez chez vous, mais si vous êtes capable, faites du bénévolat, allez vous impliquer, allez aider le plus que vous pouvez, en toute sécurité, bien entendu. C'est en s'aidant qu'on peut aider nos prochains, et que ce soit des personnes, des familles, des personnes âgées qui n'ont pas accès à voir justement leur famille avec le FaceTime. On peut faire tellement de choses avec les outils qu'on a aujourd'hui, comparativement avant, que les gens ne réalisent pas encore le détail, le souci du détail, comment est-ce que ça peut être incroyable dans la vie de quelqu'un. Puis même si ce n'est pas grand-chose pour nous, le petit peu qu'on peut faire, il peut être énorme dans la vie de quelqu'un. Mathieu Léonard, écoute, ça a été infiniment agréable d'être avec toi. On n'a pas vu le temps passer. Non. Personnellement, félicitations pour tout le beau travail que tu fais pour les Montréalais et Montréalaises. Tout à l'heure, j'ai commis un petit lapsus dans l'introduction. J'ai dit « Notre candidat, Mathieu! » écoute, non, j'ai même dit « Notre élu! » Tu sais, comme... Mais écoute, Mathieu Léonard, ce n'est que partie remise. Oui. On va te revoir à l'émission. Tes projets ne font que fonctionner à tout ce que tu touches. Regarde, ça rend le bonheur aux gens. Ouais. Écoute, les 15 dernières secondes à toi. Écoutez, merci au Connaître Podcast de m'avoir invité. Merci énormément. J'apprécie beaucoup ton invitation. Puis, je vais faire une shout-out à quelqu'un que j'aime beaucoup. Gary McSween, il y a un livre qui est sorti. On a vraiment besoin. Rapproche ça sur l'écran. Là, un livre que je lis beaucoup en ce moment, qui est juste incroyable. Puis, je veux dire, PY, il est bon. Il fait une bonne job. Je le connais pas personnellement, mais je suis à C'est PY? Ouais.
Oh, Pierre Nexwin. OK, yeah. Ouais, c'est un livre que je Yeah, lis beaucoup. Rivlord, yes. Oh, ouais, puis c'est ça. OK. Puis, je suggère de le lire. On parle, tu sais, au début, je parle d'économie, tout ça, puis on connaît pas. Là-dedans, il y a du stock. Yo, on va essayer de l'avoir là, à l'émission, puis ouais. Ça serait bon, ça. Yes. Yo, Mathieu, je te remercie infiniment. Alors, messieurs, dames, nous avions Mathieu Léonard, boxeur à ses heures perdues. Oui, en effet, il monte sur l'arène, mais également sur l'arène politique, plus au municipal. On l'a vu aux consultations publiques sur le racisme systémique aux côtés de grandes personnalités montréalaises, entre autres Balarama Holness, qu'on essaiera d'avoir. Messieurs, dames, allez sur les réseaux sociaux, cherchez pour Mathieu Léonard. Écoutez, ça devient un running gag. J'ai mon recherchiste qui me disait, Alain, trouve-nous un autre synonyme. On gagne à le connaître. Alors, on revient dans quelques instants. Merci, au revoir. Je vais vous dire la vérité, moi je suis quelqu'un de fou, je l'assume, je suis quelqu'un de fou. Comme j'ai vu récemment un Joker au cinéma, c'est la famille. C'est la famille, bro. C'est la famille. Sans faire de mauvais jeu de mots, moi je suis un bad boy, tu sais, comme, j'ai pas l'air de péter des gueules, mais j'ai l'air d'un gars qui fait des dans tes écoles. Non, mais c'est réservé. Puis ça, honnêtement, ça se dit pas vraiment, hein. Comme moi, j'ai déjà été au restaurant avec une fille, j'ai demandé à quelle école elle allait, j'ai jamais eu la réponse. C'est comme ça. Non, mais moi, je suis un fou, puis je l'assume. Comme moi, j'ai un cahier de notes, pour lui écrire des jokes, j'écris tout le temps le même mot. Énigmatique. Puis je sais, c'est le genre de truc qui peut se retrouver dans un procès, je suis au courant. Alors, re-bienvenue, messieurs, dames. Notre dernier invité, eh bien, il va nous faire rire. On va rencontrer un personnage. Si vous aimez tout ce qui est humour, stand-up, comedy show, vous traînez sur Saint-Denis, vous traînez dans le centre-ville de Montréal, eh bien, vous l'avez assurément vu. Il sera au Juste pour rire bientôt, Just for Laugh. Messieurs, dames, ce soir avec nous à Coconut Podcast, l'humoriste Yoann Kolev. Yoann Kolev, comment vas-tu? Ben, ça va bien. C'est une belle journée dehors. Il a fait beau, fait que je suis dans un bon mood, je suis content. Donc toi, s'il fait beau, c'est suffisant pour toi, Yoann Kolev. Oui, je sais qu'il y a du monde qui meurt, mais j'essaie de comme... D'accord. Alors, messieurs, dames, c'est un humoriste que nous avons avec nous ce soir. Comprenez. Alors, Yoann, ça commence bien l'entrevue. On a eu Uncle Fofi, que tu connais bien, à notre émission. Puis là, on a un autre humoriste qui commençait toutes les entrevues de la même façon. Yoann Kolev, comment tu vis cette situation actuellement, hormis qu'il fasse beau puis qu'il y a des gens qui meurent? Mais je vais dire, la façon dont je vis cette situation-là, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Moi, je vois ça comme un reset. Moi, je trouve que, tu sais, à chaque année dans le monde, on fait tout le temps les choses de plus en plus gros. Et je pense, à un moment donné, le signal que la nature nous a envoyé, c'est que non, il faut faire un stop. Fait que d'un côté, ça me fait mal de plus faire de spectacles. D'un autre côté, je suis content parce que je peux beaucoup me ressourcer. Je peux beaucoup faire d'introspection. D'un autre côté aussi, je me sens mal que c'est une maladie qui vise beaucoup les gens plus âgés. Mes parents sont d'un certain âge. Fait que c'est sûr que cette inquiétude-là au quotidien. D'un autre côté, je sais très bien que la comédie, moi, je toujours pensé ça comme ça, la comédie, ça part de la douleur. Fait que je sais qu'il y a de la comédie qui émerge là-dedans. Fait que c'est juste le quotidien, c'est juste comme de tout prendre ça ensemble et d'essayer de faire quelque chose de bon. Je pense que c'est vraiment ça le but pour moi de cette pandémie. Yoann Kolev, pour ceux qui n'ont pas eu encore cette opportunité de te voir en spectacle, tu as un humour assez fin, un humour assez intelligent, je dirais. Oui, en effet. On t'a vu au Bad Boys du Rire, qui est une des grandes institutions
underground, si on veut, Ouais. de l'humour au Québec. Lorsque Ouais. tu montes sur scène, tu réussis véritablement à capter avec un humour, mais Ouais. surtout en utilisant des facettes de la vie de tous les jours, mais avec un humour intelligent. Écoute, moi, Ouais. juste avant qu'on rentre dans comment tu en es arrivé à devenir humoriste, c'est un petit gag pour nous, là, vite, vite de même. Là, tu sais, moi, regarde, t'es le dernier invité de l'émission de Ouais. cette semaine. Alors, Yoann Kolev, vite de même. Là. Mais écoute, je sais pas là, si j'ai un gag à te dire tout de suite, mais Mhm. j'ai le goût de te répondre par pourquoi j'ai commencé à vouloir être humoriste, parce que OK, ça, c'est un oui. gag en soi. Et, la façon dont ça a commencé, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui se comportait différemment des autres. J'ai tout le temps inspiré la comédie par mon allure. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand j'ai commencé la comédie, j'avais 15 ans. J'ai Mhm. fait secondaire en spectacle. OK. Et à l'époque, j'avais un gros problème d'élocution. Ça s'appelle un stigmatisme latéral. Ça fait que les sons sortaient sur les côtés de ma langue. Ce qui fait que je parlais comme chat. Mais j'assumais, tu comprends? J'assumais à 100%. Et j'assumais à 100% que je parlais comme ça. Je Mhm. me souviens, j'étais rentré sur scène à secondaire en spectacle. J'ai 15 ans. J'ai jamais fait d'humour de ma vie. Puis je rentre sur scène, puis je dis que j'aborde des filles de cette façon-là. Tout le monde part Je à sais. rire. Là. Ouais. Ça va juste que lui dit, ben, j'apporte des filles comme ça, là, je leur demande d'aller au restaurant avec moi. Ça fonctionne plus ou moins, mais au moins j'essaie. Et c'est fou parce que j'ai éclaté la salle. J'ai éclaté la salle. Tout le monde est parti à rire. Puis j'ai gagné secondaire en spectacle cette année-là. Wow! En quelle Ouais, année, ça? 2012. Wow, félicitations. Ça, c'est quand même un des tremplins pour quelqu'un qui veut faire de la scène au Ouais. Québec. Tu commences par secondaire en spectacle. Et écoute, t'es mis sur la map, là, déjà. Donc, secondaire en spectacle, peux-tu nous raconter ton périple qui va t'amener aux Bad Boys du Rire, là, quand même, institution mythique à Montréal? Mais je vais t'expliquer ça. Je vais dire les choses comment elles se sont passées. Mhm. Moi, j'ai habité en centre jeunesse de 7 à 19 ans. Fait que j'ai une histoire de vie que je trouve qui est pas nécessairement plus souffrante que les autres parce qu'il y a différents types de souffrance. Mais je trouve que c'est une vie différente. Et j'ai tout le temps été capable d'avoir un regard vif par rapport à ça. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai compris rapidement que je pouvais avoir la comédie en moi que je pouvais transférer aux gens. Que je pouvais en connecter avec les gens d'un sens profond parce que j'ai toujours été proche de mes émotions par rapport à ce que j'ai vécu. Tout le temps. OK, C'est ma OK, marque de OK, commerce. OK. Puis, moi, je me souviens, à 15 ans, j'avais rencontré Eddie King au centre communautaire Oui. Côte-des-Neiges. Mhm, Ouais. mhm. Puis, je me souviens, on avait écrit des jokes. Puis, c'est lui qui m'avait dit, fais des jokes sur le centre jeunesse. Puis, à 16 ans, j'avais refait secondaire en spectacle avec la confiance d'avoir gagné l'année précédente. Et j'avais fait un numéro sur le centre jeunesse, mais je n'étais pas prêt parce que j'étais encore là-bas. Et les gens, au lieu de rire, ils faisaient « Oh! » C'était ça mes claps. Les gens étaient juste émus d'entendre mon histoire. Donc, c'était plus une conférence. C'est plus une conférence, puis je n'avais pas gagné le secondaire en spectacle cette année-là, mais j'avais compris qu'il y avait quelque chose. Fait que j'ai continué. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à 18-19 ans, j'ai commencé à faire les shows dans les comédie clubs. C'est juste que, qu'est-ce qui arrivait à cette époque-là? J'étais malaisé. J'étais malaisé dans le quotidien, mais vu que j'ai un côté funny, un côté où est-ce qu'il y a du spectacle qui se dégage en moi, de la manière dont je me comporte, et si je suis malaisé, je vais le transférer aux gens aussi. Fait que le côté entertaining, il n'était pas trop là. Et en fait, j'arrivais dans les comédie clubs tellement déconnecté puis malaisé par rapport à ce qui se passait parce que j'avais mal que les gens pensaient que j'étais autiste. Oh, OK. Imagine, mon côté déconnecté avait tellement un côté spectaculaire, les gens étaient comme, mais c'est pas de sa faute qu'il est autiste, à ce point-là. Et c'est pour ça qu'avec le temps, j'ai appris à assumer ça. Avec le temps, j'ai appris à aimer qui je suis parce que, à force de faire la méditation, tu réalises que la manière dont je me comporte, que les gens le remarquent et aiment ça. Et ce qui est arrivé, c'est le Bad Buzz du Rire m'a donné cette plateforme-là. Quand ça a commencé, c'était l'open mic. C'était en même temps que les galas qui faisaient au Cabaret C à Laval. Ils avaient commencé l'open mic au Tissu agricole autour de septembre-octobre 2018. Puis ils m'ont invité et ils m'ont permis de monter sur scène. Et c'est ça qui a été le processus. C'est qu'ils me permettaient de monter à presque toutes les semaines. Et à toutes les semaines, il y avait tout le temps la misère à assumer qui j'étais. Mais à chaque semaine, j'assumais tout un peu plus. Et c'est ça, c'était le principe d'accumulation qui fait qu'à un moment donné, je suis devenu vraiment bon. J'ai fait les galas, je suis bien rentré. Les gens aiment me voir là-bas. Je rentre là, tout le monde me connaît. Fait que c'est vraiment quelque chose qui s'est construit tranquillement avec le temps. C'est quelque chose qui a été progressif, mais voilà, on y est arrivé.
Écoute, c'est incroyable comme histoire. Wow, sérieux, là, Johan? Kolev, moi, comme je t'appelle, là, si Ouais. communément. Kolev, est-ce que l'humour a été, en quelque sorte, thérapeutique pour toi? Est-ce que ça a été une genre de thérapie qui va t'amener à prendre confiance en toi? Aujourd'hui, ta confiance sur scène, on la sent, mais tu sais, débordante. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu, là, Kolev? Oui, absolument. Alain Joe. Yes. Euh, Écoute, c'est un long processus. Est-ce que c'est un processus thérapeutique? Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est quelque chose qui donne le goût de vivre. Pour moi, la comédie, c'est vraiment important que quand tu dis que j'ai un humour fin, intelligent, je suis content que tu le soulignes, j'apprécie, parce que je ne ferais pas la comédie dans d'autres conditions que ça. Moi, plus jeune, les éducateurs s'en doutaient que j'allais faire ça parce que j'étais tout le temps analyste. J'étais tout le temps en train de critiquer ce qui se passait au foyer et tout. Et quand après ça, je leur ai dit que je devenais humoriste, ils n'étaient pas étonnés. Pour eux, c'était quelque chose de naturel. Donc après ça, je me dis, si j'ai une histoire de bien raconter, si on m'a toujours dit que j'étais différent des autres, ben, je suis pas arrivé sur scène et le montrer de la meilleure façon possible. Fait que c'est ça qui est important pour moi. C'est pas une question de passer des messages. Je me considère pas comme quelqu'un d'engagé, mais comme quelqu'un de sensible. Et pour moi, c'est vraiment important de transmettre des émotions aux autres, de dire je vous aime et la façon dont je vais le présenter, c'est avec la comédie. Parce que j'aurais pu faire autre chose. Tu sais, j'aime beaucoup la politique. J'aurais pu décider de faire quelque chose de plus politique, mais pour moi, c'est important de garder ça comme un jeu, de ne pas prendre ça au sérieux. Très important. Ouais. Écoute, on sent que l'aspect de rentrer en relation avec autrui, l'aspect communication est hyper important pour humoriste Kolev. Kolev, euh, c'est comme Coluche, Kolev. Tu, si pourquoi, en faisant nos recherches, on t'a invité, c'est que Ouais. tu es d'origine tchèque, Bulgare. bulgare, OK, Europe de l'Est, OK. Et Ouais. Kolev, on te voit sur scène. Excusez-moi, les auditeurs, les internautes, mais t'es le petit blanc dans Ouais. cette marée de Et oui. noir. Puis Et écoute, oui. ta place, là, tu l'as fait comme pas possible, mais pas juste Ouais. parce que tu as le swag ou je sais pas, c'est parce que ton humour, tu gagnes ta place. Je t'ai vu dans des battles où tu étais capable de tenir ton bout, puis tu sais, je veux dire, peux-tu nous expliquer ta collaboration avec les humoristes de la diversité? Eddie King, pour toi, un de ces humoristes qui va vraiment te pousser vers la chose. Ouais. Explique-nous comment tu collabores. Moi, au début, quand je t'ai abordé, c'est comme si je te parlais en créole, là, comme si c'est haïtien, là. Ouais. Donc, tu sais, Ouais. parle-nous un peu, là, Kolev. C'est une excellente question. Je pense que ce qui m'a amené à collaborer avec des gens qui sont issus de la diversité, c'est l'humilité. Premièrement, oui, je suis blanc, mais je viens d'Europe de l'Est. Puis moi, j'ai dit tout le temps, l'Europe de l'Est, c'est le seul coup au monde où est-ce que les Blancs n'ont pas réussi. C'est l'humoriste qui parle. Messieurs, dames, c'est l'humoriste qui parle. Kolev. Ouais, Oui. c'est clairement ça. Puis écoute, c'est fou, c'est l'humilité. C'est juste, je suis tellement parti de loin, je suis tellement quelqu'un qui travaille fort sur moi. Puis moi, je pense que c'est principalement ça, cet aspect-là qui fait que je connecte avec les Noirs. Moi, je pense que c'est ça. Jeune, j'ai tout le temps été différent des autres. Puis, en quelque sorte aussi, quand tu es dans la cour d'école, les Noirs se fait mettre dans une place différente des autres. Fait que je pense que c'est ça qui fait que tout naturellement, j'entrais en relation avec eux parce que je parlais avec tout le monde et eux, ils me parlaient plus. Donc, moi, je pense même ma première amie au primaire, quand j'avais 5 ans, c'était une Haïtienne. Pour te dire, ça a tout le temps été comme ça. J'ai tout le temps envoyé beaucoup d'amour, puis j'ai tout le temps reçu beaucoup d'amour d'eux en retour. Moi, je pense que c'est un bel échange. Et je pense que c'est ça qui fait que on dit j'ai du swag dans les comédies clubs de noir. Ouais, mais parce que pour moi, c'est naturel. Pour moi, c'est pas. Au contraire, je me sens plus à ma place là présentement que si j'étais au Bordel Comedy Club ou au Jockey. Tout simplement parce qu'on vient d'un parcours qui peut être similaire, mais surtout, on a des valeurs qui sont similaires. C'est vraiment ça qui est important de souligner.
Écoute, on voit Guy Nantel, tu sais, j'ai toujours une petite question un peu politique due à mon background, mais pour mes invités, on voit Guy Nantel qui se lance en politique. Kolev, tu as fait des études en communication Ouais. au Cégep du... Montmorency à Laval. Cégep Montmorency à Laval. Yo, je suis un gars de Laval. You know? les nomades de Montmorency au basket. Écoute, Kolev, cette importance-là, moi, rapidement, peux-tu rapidement nous dire à Coconut Podcast les perspectives là, que tu vois en ce sens-là? D'avenir pour les humoristes au Québec, entre autres. Et je vais passer à un autre volet rapidement avec toi tantôt. OK, parfait. C'est une excellente question. Moi, je suis un gros geek de comédie. Mes plus grands exemples de comédie sont aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi de dire. Les gens me demandent c'est qui ton humoriste préféré. Ma réponse, c'est Richard Pryor. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je connais Richard pas. Pryor. On connaît pas. C'est reconnu comme... C'est un bon point que j'apporte parce que c'est reconnu comme le plus grand humoriste de tous les temps. Vraiment dans tous les pays. Parce qu'il faut comprendre que le stand-up a commencé à New York dans les années 50-60. Donc, c'est à New York et aussi à Los Angeles, de facto, où est-ce que le stand-up est plus développé. Parce que c'est là où est-ce que ça a vraiment commencé. Puis, on a une longueur d'avance sur nous de plusieurs décennies. Et Richard Pryor, c'est un gars qui a vraiment percé dans les années 70. Et c'est un gars qui avait grandi dans un bordel. Fait que son père, c'était un pimp, puis sa mère, c'était sa prostituée. Okay. Puis donc, il est vraiment parti dans la grande misère, puis il est devenu un humoriste exceptionnel. Et donc, pour moi, c'est ça qui est impressionnant. Parce que quand Richard Pryor a percé, c'est que c'était l'un des premiers humoristes aux États-Unis qui faisait des blagues aux Noirs à propos de la vie des Noirs, mais que c'était tellement bon que même les Blancs réussissaient à connecter. Quelque chose, admettons, que Bill Cosby ne faisait pas. Parce que Bill Cosby, c'est un Noir, mais qui faisait de l'humour pour les Blancs. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui est en train d'arriver au Québec. On arrive à la 3e génération de stand-up. Puis il y a des gens comme moi et comme mes amis Oussama, Anas et compagnie, qui, eux, ils font des blagues sur le fait qu'ils ont souffert dans la vie et sur le fait qu'ils sont partis de loin. Et là, on sent qu'il y a un propos qui rend les choses beaucoup plus loin, mais qui permet aussi une plus grande connexion avec le public. Parce que tu ne pourras jamais avoir la même connexion avec le public si tu vas juste en surface dans ce que tu apportes ou dans tes sujets, et si tu dis les vraies choses qui t'ont fait le plus mal. Et c'est ça qui fait que je pense que c'est le parallèle que je vois. Kolev, tes réponses sont tellement recherchées. Je vous dis, allez voir Kolev au prochain Bad Boys du Rire ou maintenant, moi je vous dis, au Festival du Rire de Montréal. Kolev, on parlait de Guy Nantel juste avant que je m'écarte un petit peu, une digression. Il s'en va là en politique là, avec le PQ. Y a-t-il des chances qu'on voit Kolev à un certain moment en politique? Parce qu'on sent que ton humour va te servir à toucher les gens, te sert déjà à passer un message, à passer une émotion. Est-ce que tu te sens prêt ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas envisager à un certain moment de te voir dans l'arène politique, Kolev? C'est une bonne question. Ce sont toutes des bonnes questions, hein? Écoute, t'es à Coconut Podcast, là. Ouais, vas-y. J'ai pas l'impression que c'est ma direction d'aller vers ça parce que je suis quelqu'un de créatif. Okay. Je suis quelqu'un qui adore avoir du leadership. Je suis quelqu'un qui aime le gérer, mais je suis un créatif. Être un créatif, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se reposer pour laisser les idées émerger en lui. Et ça fait que j'ai pas l'impression que la politique pourrait m'intéresser parce que ce genre de personnalité-là, ça peut bien cadrer pour donner des conseils. Ça, mettons, Jean-François Lisée, c'est le même qui a commencé sa carrière. C'était le bras droit de Parizeau durant la campagne référendaire de 95. Puis c'est ça, c'était quelqu'un qui analysait beaucoup. Il avait sorti des grands essais politiques dans les années 90 puis aussi dans les années 2000. Puis j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui pourrait me convenir, mais j'ai un besoin de m'afficher d'une autre façon que de cette façon-là. C'est pour ça que j'ai pas l'impression que c'est une carrière faite pour moi. Monsieur Kolev, je suis obligé de dire monsieur parce que tes réponses sont d'une trempe, tu sais. Kolev, ça a été un honneur de t'avoir avec nous
ce soir à Coconut Podcast. Merci d'avoir répondu à l'appel. Je pense que toute l'École nationale de l'humour va passer par ici, les anciennes Montmorency, en communication. Écoute, on donne la parole aux citoyens plus connus, ceux qui sont les stars émergentes au Québec. Oui, messieurs, dames, nous les avons à Coconut Podcast. Juste en 20 secondes, 15 secondes, un mot d'encouragement, de motivation pour tes fans qui nous écoutent ce soir, pour le Québec qui t'écoute, qui te découvre, Kolev. 15 secondes, si tu as un message en ces temps de crise. Parfait. Moi, le message que j'ai à passer, c'est d'accepter la douleur. Puis de pas... Ouais, c'est tout. C'est tout, c'est d'accepter la douleur, puis de se dire que même si ça va passer, c'est pas important de penser à ce qui va arriver par la suite. C'est important de juste se concentrer qu'il y a une douleur présentement, elle a le droit d'exister, et plus on est connecté avec la douleur, plus on peut grandir autour de ça. Donc, c'est ça que je souhaite, d'accepter. Ouais. Yo, my man, you know what, Kolev? That's not the last time that we're having you on the show. C'est pas la dernière fois qu'on t'a sur le show. Collaborateur, on a hâte que le confinement soit fini. So, Kolev, merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, nous avions Yohan Kolev, humoriste de la relève au Québec. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Il a participé aux Bad Boys du Rire. Alors, nous vous revoyons la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook Alain Joe Coconut Podcast. Sur ce, bonne semaine. Au revoir.